Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la parole. On attend d'une personne qui fait un rapport de synthèse, ou plutôt qui fait quelques observations conclusives, on attend de lui un certain nombre de qualités, on lui impose un certain nombre d'exigences. La première, c'est celle d'être bref, surtout un vendredi en fin de journée. Il s'impose aussi qu'il puisse être un peu drôle, mais d'autres orateurs s'en sont déjà chargés, parfois à leur corps défendant. Donc ça va être une tâche que je ne vais pas assumer, à moins d'avoir l'occasion de vous faire une ou deux plaisanteries. On attend aussi de lui qu'il ne répète pas tout ce qui a été dit, mais alors que va-t-il faire ? On dit souvent qu'il ne faut pas frapper un ennemi qui est à terre, ce à quoi l'autre répond, mais alors, quand peut-on le faire ? Non, il faut rappeler, non pas répéter, mais rappeler un peu ce qui a été dit et par qui. Il faut n'oublier personne, de peur de froisser l'un ou l'autre. Et comme j'ai un peu peur d'oublier certains, je ne citerai quasiment personne. Je citerai au hasard quelques personnes, dont mon voisin de droite qui me fait l'amitié d'être à côté de moi. Et puis il faut aussi faire un plan en deux parties, puisque c'est le canon qui s'est imposé aujourd'hui. Alors j'ai pensé à distinguer les approbations du projet et les critiques qui pouvaient lui être faites, mais ça m'a semblé être un plan un peu ennuyeux. Alors j'en ai choisi un autre, peut-être un peu plus difficile à tenir, mais si je n'y arrive pas bien, vous me le pardonnerez. Je distinguerai certaines observations d'ordre général et certaines observations d'ordre technique. Et les observations d'ordre général me donnent l'occasion de citer mon voisin de droite. Était-il nécessaire de réformer les contrats spéciaux ? Il nous a dit que oui, il nous a dit que c'était nécessaire, sans bien nous expliquer pourquoi d'ailleurs. Mais avec l'autorité qui est la sienne, on a aisément pu admettre cela. C'était peut-être à cause du vieillissement du code, vieillissement qui n'est pas si terrible. Il y avait un plus grand vieillissement de la théorie générale des obligations, et on y a remédié avec l'ordonnance de 2016. Les dispositions du code relatives aux cheminées, relatives aux statuts qui se trouvent dans les petits logements, des diverses dispositions du droit du bail, on ne s'en occupait plus. Ça ne nous gênait pas tellement que cela soit dans le code. Il est vrai, nécessaire d'harmoniser le droit des contrats spéciaux avec le renouvellement du droit commun des contrats et des obligations apportés par l'ordonnance de 2016, ça c'est absolument certain. Encore que, on ne l'a pas dit, mais il n'est pas sûr que l'ordonnance de 2016 reste indemne de son passage devant le Parlement pour la loi de ratification. Le Sénat en particulier
a apporté de nombreuses modifications, a suggéré de nombreuses modifications au texte, dont l'ordonnance de ratification, pour laquelle la loi de ratification ne prévoyait aucune modification, puisqu'elle venait de la chancellerie, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Ça me fait un peu penser à ce que fait la Cour de cassation, quand elle dit « comme l'a dit la Cour de justice ». Oui, mais la Cour de justice est susceptible de changer d'avis. Il y a eu des revirements de jurisprudence de la Cour de justice, donc je trouve ça assez dangereux. Je ne comprends pas que la Cour de cassation fasse cela. Je trouve ça assez dangereux de se référer à ce qu'a dit la Cour de justice comme si c'était la loi. Ce n'est pas une loi, c'est une jurisprudence. Le président Grenier a dit plutôt non, d'après ce que j'ai compris. Il a fait valoir la difficulté pour le juge de gérer des textes en perpétuelle évolution. Ça, c'est vrai que c'est difficile pour le juge de se faire à des textes en perpétuelle évolution. Et puis, il va falloir qu'il interprète, c'est du boulot, quoi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et alors, je ne pense pas, je n'évoque même pas le pauvre sort du justiciable qui va devoir attendre des dizaines et des dizaines d'années avant que je clarifie une certaine solution. On va dire non d'abord, puis oui ensuite. Ça va être compliqué pour lui. Alors, sur ce point, je reste assez hésitant. Était-ce nécessaire? C'était en tout cas, nous a dit aussi Denis Massot, c'était difficile. Ça, c'est sûr que c'était difficile. C'est une matière immense. Et puis, il fallait satisfaire à une double articulation. C'était une des difficultés, une que n'a pas évoquée directement Denis Massot, mais il fallait le faire, une articulation avec le droit commun réformé en 2016, vous le savez. Par exemple, avec l'article 61 du projet qui est ici, la cession de contrat, la cession de bail, il fallait articuler cela avec la cession de contrat dans le droit commun. Il fallait le faire, ça a été fait. Et puis, il fallait aussi articuler, et là c'était plus difficile, articuler le droit, la proposition de loi qui était là, qui nous est soumise, la proposition de loi avec les droits surspéciaux qui sont hors du code, avec le droit de la propriété intellectuelle, avec notamment le droit de la construction. Et sur ce point, Hugues Périnet-Marquet a été vraiment tout à fait excellent. Il nous a montré notamment les conséquences en matière d'assurance que peuvent avoir telle ou telle disposition, telle ou telle modification, même si, comme Cyril Grimaldi l'a très justement dit, la plupart des règles ici sont des règles supplétives. Donc on peut prévoir le contraire. Mais il n'est pas sûr que l'assureur soit toujours parti à cette possibilité de clause contraire. Et puis il fallait compter aussi avec le code monétaire et financier qui subit un embonpoint considérable depuis quelque temps. C'était des difficultés. Une des difficultés qui n'a pas beaucoup été abordée, c'est la classification des contrats spéciaux. Question qui pourrait vous sembler très théorique, qui pourrait vous sembler relever d'une manie de professeur de droit, mais ça n'est pas tout à fait vrai. Ça n'est même pas vrai du tout. Ainsi, les contrats dits de prestation de services, pour lesquels il y a la disposition de l'article 1165, nouveau, vous le savez, ce texte prévoit la possibilité de modifier le prix du contrat si celui-ci apparaît excessif ou dérisoire. Donc cette possibilité de modification du contrat, dit l'article 1165, s'applique au contrat de prestation de service. Oui, mais est-ce que le dépôt est une prestation de service? Est-ce que le mandat est une prestation de service? A priori, oui.
mais ce n'est pas classé dans notre projet comme étant une prestation de service. Va-t-on l'appliquer? La Cour de cassation va-t-elle dire oui? Va-t-elle dire non? On ne sait pas trop. Et puis, sur le choix même des contrats, je remarque un certain immobilisme dans cette proposition. On retrouve les contrats qu'il y avait à l'origine dans le Code civil en 1804, et cet éventail de contrats remonte à Paul, c'est-à-dire remonte au Code civil tel qu'il était enseigné à Beyrouth au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc, il y a 16 siècles que ça n'a pas changé. Et j'ai été épaté de lire un article de Suzanne Lequette au Dalloz qui estimait qu'on ne faisait pas une place suffisante dans l'avant-projet, dans l'ordonnance de 2016, au contrat dit de collaboration, au contrat de coopération. On envisage que des contrats commutatifs. On a une vision des contrats un petit peu restreinte, un petit peu trop classique, un petit peu trop traditionnelle. Toujours est-il que dans les observations d'ordre général, j'approuve le fait qu'on se soit, pour une bonne part, décidé d'amaigrir un peu le nombre des dispositions, de faire un toilettage slim du Code civil sur ce point. Les dispositions sont beaucoup moins nombreuses qu'auparavant, et ça n'est pas une mauvaise chose. Il faut savoir que, puisque ces dispositions sont supplétives, elles pourront être complétées. Elles pourront être complétées par la pratique. Et là, je crois que dans un avenir qui ne sera pas très lointain, si la réforme un jour arrive, si la réforme passe, il faudra notamment que les notaires fassent preuve d'imagination pour savoir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas dans le Code civil sur les différents contrats, en ce qui concerne les différents contrats dont ils auront la responsabilité. Je pense par exemple en matière de garantie d'éviction. On n'a pas traité, on n'a pas repris, j'aurais souhaité qu'on le fasse, mais on ne l'a pas fait, on n'a pas traité la question de savoir si le vendeur doit le prix de la chose au moment de l'éviction ou au moment du contrat. Il me semble que ce serait assez logique de prévoir dans les contrats, si les parties sont d'accord, mais l'acquéreur le demandera souvent, que s'il est évincé, il devra recevoir le prix de la chose au moment de l'éviction, pas au moment du contrat. Ça n'est pas prévu par les textes aujourd'hui. Et puis, il faudra aussi que les textes en question soient complétés par la jurisprudence. Parfois, il y a trop de textes. Il y a des cas où la solution devrait être laissée aux juges. Ils ne sont pas très nombreux puisque la proposition comporte un certain amaigrissement des dispositions, mais on en rencontre parfois. Par exemple, en matière de lésion, l'article 46 relatif à la vente prévoit la question où il y a plusieurs vendeurs. Il faut que l'unanimité soit faite pour que la légion puisse être demandée. Bon, naturellement, c'est à la jurisprudence de décider ce genre de choses. Ça n'est pas à nous de le dire. En revanche, il y a peut-être un peu trop d'amaigrissement, il y a peut-être un peu trop de perte de calories. Et ce qui a été dit à propos du bail et de la fin du bail me semble tout à fait exact. Peu de choses ont été dites, pas de choses ont été dites, aucune chose n'a été dite en ce qui concerne la restitution du bien en fin de bail, dans quel état, le vieillissement. Bon, il y a quelques dispositions dans les
obligations spéciales dans ce chapitre liminaire des obligations spéciales sur lesquelles je vais revenir. Il faut approuver le projet en ce qu'il distingue assez systématiquement entre des règles communes à certains contrats, la vente, la location, la prestation de services, et des règles spéciales, des surcontrats spéciaux, en quelque sorte, le contrat de transport, la vente d'immeubles, parce qu'effectivement, il est important qu'il y ait un tronc commun de règles et puis qu'on aboutisse ensuite à des règles plus particulières à certains contrats. Ça me semble être une distinction très judicieuse. Elle n'est pas faite absolument partout. Elle n'est pas faite en ce qui concerne le prêt. Dans le prêt, il n'y a pas de règles communes. Et peut-être est-ce regrettable. D'ailleurs, en ce qui concerne le prêt, j'ai quelques regrets. Je pense que la grande distinction, la distinction majeure, c'est le prêt de choses et le prêt d'argent. Je crois que c'est ça la distinction, que le prêt translatif n'est pas une très bonne appellation. Ce n'est pas ce que les parties ont voulu. Les parties n'ont pas voulu transférer la propriété. La propriété est transférée par la force des choses. Il me semble qu'il y a un certain nombre de cas où on prête une chose, parfois il y a transfert de propriété, mais assez rarement, et parfois on prête de l'argent. C'est vraiment la grande classification. Mais déjà, vous le voyez, j'entre dans des considérations d'ordre technique, ce qui fait l'objet de la seconde partie de mon propos. En ce qui concerne ces observations d'ordre technique, je voudrais faire une observation liminaire qui est qu'il ne faudrait pas croire que tout ce qui se trouve dans le projet émane des réflexions et des arbitrages réalisés par le groupe de travail. Il y a pour une part, dans la finalisation du texte, des choix qui ont été faits en dehors du groupe de travail lui-même. Donc, je commencerai dans un inventaire à l'après-vert en reprenant les différents contrats tels qu'ils nous ont été présentés. Je commencerai par la vente. Et notamment, comme observation technique, je parlerai du délai pour agir en matière de garantie contre les vices cachés. Chénédé, très justement, s'est penché sur ce sujet, s'est penché sur ce point, et c'est un des articles du Code tout à fait nouveau. C'est un texte tout à fait différent de ce qui avait été voté par le Parlement il n'y a pas très longtemps. Il y a pas très longtemps que le bref délai a été remplacé par un délai de 2 ans, de manière à éviter qu'il y ait des appréciations un peu différentes de la part d'un juge ou de l'autre. Mais le texte aujourd'hui, le texte qui prévoit, il prévoit un point de départ du délai tout à fait différent de ce qu'il y avait dans l'ancien article 1648 du Code civil. Il prévoit un point de départ qui est la délivrance de la chose. Et moi, personnellement, je trouve que c'est une solution tout à fait justifiée. Je trouve cette solution très bonne et j'en ai discuté un petit peu avec Chémédé et je lui ai dit qu'en pratique, on considère que 90% des cas de garantie contre les vices cachés sont résolus en l'espace d'1 an. Alors dire qu'on a 2 ans à côté de la délivrance, c'est déjà pas mal. En revanche, je serais tout à fait d'accord avec lui pour dire que le délai de 5 ans à compter de la délivrance, de la vente, de la délivrance, pour ce qui est du vendeur de mauvais choix, n'est peut-être pas une solution. Qui a eu le choix n'est peut-être pas une bonne solution. Et elle aurait mérité d'être
examiné par le groupe de travail avec un peu plus d'attention. En ce qui concerne le bail, qui maintenant est appelé uniquement location, ce qui me paraît assez justifié vu l'évolution de la terminologie actuelle, on a souligné qu'il manquait quelque chose de très important qui était la durée du contrat avec une obligation de restitution en fin de bail. C'est d'ailleurs sociologiquement un contrat qui prend de plus en plus d'importance. Bien sûr, il n'est pas question de le faire passer avant le contrat de vente. La vente reste un peu le prototype des contrats, et notamment pour le droit commun des obligations. Mais on aurait peut-être pu avoir davantage de liens entre la vente et la location. Par exemple, la garantie contre les vices cachés me donne le texte des obligations spéciales donne l'impression que ça n'est que pour les contrats translatifs de propriété que cette garantie existe. Et je me demande même si, en matière de bail, il n'y a pas une garantie contre l'éviction. Ça me semblera assez normal. Il y a un pont à faire de manière un peu plus soigneuse entre la vente et les services. D'autant que, comme le président Grenier l'a très justement souligné, on assiste à une explosion du contrat de vente. Le contrat de vente, notamment B2B, c'est-à-dire entre professionnels, prend une dimension de plus en plus importante aujourd'hui. Les entreprises ne vont pas, le plus souvent, ne vont pas acheter un matériel nécessaire à leur exploitation, mais vont le louer. En ce qui concerne les contrats de service, on a quand même cette difficulté que j'ai déjà évoquée, qui est la difficulté du champ d'application exact de l'article 1165 à l'heure actuelle du Code civil. Et cette dénomination de service me semble devoir pouvoir s'étendre aux contrats de dépôt et aux contrats de prêt. Et je ne suis pas sûr de la bonne rigueur de l'appellation du contrat de service à des prestations notamment de construction. La construction est un contrat qui porte sur une chose. Je suis d'accord pour penser que l'acquisition de propriété, qui est une des conséquences de la construction, qui est une des conséquences aussi de tout travail, même sur une chose mobilière, je suis d'accord qu'il y a une bonne part d'accession là-dedans. Encore que quand même l'accession, ce soit un peu vieillot comme théorie. Il faut reconnaître que l'accession, ça remonte à la nuit des temps. Il serait peut-être question aujourd'hui de distinguer l'acquisition, de faire de l'acquisition de propriété quelque chose de différent de l'accession par le sol. Ça me semble être un petit peu ancien, un petit peu antique. Et je pense qu'au XXIe siècle, on pourrait réfléchir de façon un peu différente. Donc, il me semble qu'on aurait pu... Vais-je retrouver de la lumière devant mon ordinateur? Donc, il me semble, en ce qui concerne les contrats de service, qu'on aurait pu... Qu'est-ce que je voulais dire, là? Ah ben je ne sais plus, tant pis, c'est pas grave. Alors sur les contrats de service, on a remarqué un certain nombre de difficultés d'interprétation. On s'est félicité de l'extension aux services gratuits, ce qui me semble être tout à fait une bonne chose. On n'a peut-être pas assez parlé de l'inclusion du contrat de courtage dans les contrats de service. Je ne suis pas sûr que ce soit un emplacement très heureux. Je pense que le contrat de courtage est un contrat d'intermédiation et que de ce fait, ça devrait faire partie des contrats qui sont dans la foulée du mandat. On a aussi parlé en matière de prêt, le fait que ça n'est plus un contrat
réel et que c'est un contrat solennel. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce type de solution. Il me semble que continuer à parler de contrat réel, c'est un petit peu comme raisonner il y a 15 siècles. C'est une chose qu'on ne devrait plus faire de nos jours. Je pense qu'on devrait supprimer le caractère réel du dépôt et qu'on devrait se débarrasser de cela. C'est une notion qui existe nulle part ailleurs, dans aucun autre pays. Alors je ne vois pas pourquoi on continuerait à s'accrocher à une distinction. En revanche, ce que l'on devrait dire, il en reste un, à mon sens, qui soit réel, c'est le don manuel. Le don manuel, mais on devrait dire quelle est la conséquence. C'est qu'il ne peut y avoir de don manuel que par la remise de la chose. C'est une protection du donataire. C'est tout ce qu'on a à faire. Et tout le reste devrait tomber dans un contrat qu'on cherchait. C'est absolument ridicule. Alors la jurisprudence, je pourrais très bien dire qu'il n'y a pas d'exécution forcée pour le dépôt, qu'il n'y a pas d'exécution forcée pour le prêt. Ça, la jurisprudence, je pourrais très bien le dire. Mais ça me semble tout à fait idiot de s'accrocher à la notion de contrat réel. Même chose pour les dépôts. Je suis assez d'accord avec la suppression du dépôt nécessaire. En revanche, je trouve quand même vachement bizarre qu'on puisse déposer un immeuble. Ça, alors là, vraiment, ça m'a semblé tout à fait étonnant qu'on puisse déposer un immeuble. Là, sur ce point, j'ai beau être plutôt novateur, sur ce point, je suis très traditionnaliste. Enfin, je pourrais m'étendre à perpétuité sur ces aspects techniques, mais je vous en fais grâce. J'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit sur les contrats aléatoires et je ne pense pas avoir beaucoup d'enseignements à livrer sur ce point. Vous voyez qu'il ne m'était pas possible de couvrir tous les enseignements de cette journée. J'espère avoir contribué à la réflexion qu'elle a suscitée. Merci. Merci beaucoup à Jérôme pour ce feu d'artifice final. Mission réussie. Encore une fois, merci à la faculté de droit de Grenoble. Merci à Patrick qui a présidé la première demi-journée. J'allais dire demi-journée, c'est de l'égocentrisme. Merci évidemment à Christophe Vernière, à son épouse, à son équipe. Et je pense qu'il est légitime que ce soit Christophe qui ait le mot de la fin. Merci infiniment Denis, simplement pour vous remercier tous d'avoir participé à cette très belle journée Henri Capitant qui a été filmée. Donc nous aurons un très beau film. Ah ben non, vous savez, vous avez consenti, mais voilà. Pour vous dire également que remercier très sincèrement, très chaleureusement deux personnes qui sont dans l'ombre, qui sont au laboratoire CRJ, Elsa Dipkoff et Mélanie Pani, qui, je pense, les intervenants ont bien échangé avec elles. C'est grâce à elles que tout s'est admirablement passé, et ainsi qu'aux étudiants du Master 2 droit de l'entreprise, juriste conseil d'affaires, qui ont eu la gentillesse de s'occuper de la journée pendant nos discussions. Et je vous remercie. Et je remercie enfin tous nos soutiens, bien évidemment la faculté, le CRJ, mais aussi nos amis notaires, le Conseil national des barreaux, enfin le barreau de Grenoble, également la métro, enfin voilà, toutes les personnes qui ont bien voulu nous aider pour cette très belle journée. Et j'espère qu'on aura une prochaine journée nationale Capitant très prochainement sur peut-être un autre projet de réforme. Voilà, bon retour à tous.